Alors, la deuxième partie de cet exercice va essayer une étude de pompe à chaleur en se basant sur un diagramme enthalpique. Donc là encore, la difficulté de l'époque était que les diagrammes enthalpiques n'étaient pas au programme et donc il fallait découvrir l'outil et réussir à s'adapter alors que vous êtes bien entraîné, donc cette partie-là ne devrait pas vous poser de problème particulier. Alors, on commence par une description du cycle de la pompe à chaleur. On vous dit que le fluide passe d'un état 1 à un état 2 dans un compresseur. Donc là, vous avez le compresseur dont il fait une compression qui va être adiabatique et réversible. Donc cette compression, vous pouvez tout de suite traduire ça par isentropique. Adiabatique me certifie qu'il n'y a pas d'entropie échangée. Réversible me certifie que l'entropie créée est nulle, donc on se retrouve avec une variation totale d'entropie qui va être nulle. Donc là, j'arrive jusqu'à l'état 2. Ensuite, on a un condenseur. Le condenseur qui va servir à condenser votre fluide jusqu'à un état liquide, a priori l'état 3. Donc là, il faudra regarder. Donc il y a une liquéfaction totale et qui va être isobar. Celui-ci, il va être isoentropique. Là, vous avez le détendeur. Donc là, la première question, ça va être justement de montrer que cette détente est forcément isenthalpique. Donc on va le détailler par la suite. On arrive à l'état 4 et de l'état 4, on revient à l'état 1 par un évaporateur. Et cette évaporation est aussi isobar. Et on a une évaporation totale jusqu'à une température T1. Et donc on définit les énergies massiques reçues. On vous dit que Q2,3 il est négatif, c'est normal, pour condenser il faut piquer de l'énergie à votre fluide. Q4,1 il est positif, ce qui est aussi normal parce que vous devez faire une évaporation. Là vous allez avoir un travail utile reçu par le fluide qui va être noté W, et de l'autre côté, dans le détendeur, le fluide qui traverse un tuyau indéformable et ne permettant pas les échanges thermiques. Pour la démonstration, donc c'est la question 8, pour la démonstration, on utilise le premier principe en écoulement stationnaire. Donc le premier principe en écoulement stationnaire sur de 3 à 4. Il me dit quoi? Il me dit que H4 moins H3, c'est le travail reçu à l'intérieur, autre que les forces de pression, celui des forces pressantes à l'entrée et à la sortie. Et ce travail-là, étant donné que la paroi de votre tuyau est indéformable, il est nul. Et étant donné aussi que cette paroi ne permet pas les échanges thermiques, le transfert thermique reçu va être nul. Et donc 0 plus 0, ça fait toujours 0. Vous avez donc une détente isenthalpique, H4 égale H3. Donc c'est une isenthalpique, iso-H, lors de cette évolution. Donc on a 4 évolutions, 4 zones pour lesquelles il y a quelque chose qui est conservé, la pression sur 2, l'entropie sur la troisième et l'enthalpie sur la dernière. Et ça va me permettre de faire la représentation sur le diagramme de Mollier des 4 étapes du cycle. Alors pour le moment, on n'a pas encore de valeur numérique, donc il va falloir pour la question 9 faire une représentation globale mais non détaillée. Donc je refais mon diagramme de Mollier qui va être comme ça. Alors, on a l'état 1. D'informations particulières. On sait qu'on est sous forme de gaz dans l'état 1, donc on est quelque part par là, et on subit une compression, donc la pression augmente, tout en étant, cette compression est isentropique. Et on a montré, vu là-dedans, que les isentropiques, c'est des droites qui vont comme ça. Donc si mon état 1 est ici, je vais me déplacer avec une droite positive jusqu'à un état 2 qui va être comme ça. Après, je fais la condensation. Cette condensation se fait à pression constante. Donc, je me déplace selon une horizontale, ici, jusqu'à être entièrement sous forme de liquide. Alors, l'énoncé ne précise pas si on va être sous forme de liquide saturant ou pas. Donc, on peut à la limite dépasser un petit peu. Pour le moment, on ne peut pas dire
plus avant qu'est-ce que ça va être. Après, on a la détente. Cette détente va se faire à enthalpie constante, donc on suit une verticale, et elle se fait jusqu'à obtenir la nouvelle pression qui est ici. Donc là, si là j'ai le point 3, là j'ai le point 4, sachant que cette verticale peut être plus à gauche, plus à droite, ça dépend. Elle est au moins, le point 3 doit dépasser au moins cette zone-là, ou pire est égal à ce point-là, mais le point 4 après peut se balader en fonction de ce qu'on a choisi pour le point 3, et puis ça dépendra en fait entièrement des valeurs numériques qu'on va vous imposer par la suite. Donc ça, c'est la représentation des 4 étapes du cycle: compression, condensation, détente et évaporation du gaz. Vous voyez que l'évaporation se fait à basse température et la condensation à haute température, ce qui va bien prouver que on va piquer de l'énergie à la source chaude et on va en redonner à la source froide. Alors, quelle est la relation qui lie les quantités Q23, Q41 et W? Tout simplement, si j'utilise le premier principe en écoulement stationnaire sur chacune des phases. La phase 1, j'ai H2 moins H1 qui est égal simplement au travail, puisque dans la compression étant adiabatique, il n'y a pas de transfert thermique. La phase 2, de 2 à 3, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail autre que celui qui est simplement le travail de transvasement de votre système quand vous poussez le fluide à l'intérieur du condenseur. Donc il y a un travail à l'entrée, à la sortie, mais il n'y a pas de travail donné à l'intérieur. Donc j'ai directement, d'après le premier principe en écoulement stationnaire, que la variation d'enthalpie entre 2 et 3, c'est le Q de 3. De 3 à 4, donc H4 moins H3, il est égal à 0. Pas de transfert thermique et pas de travail utile à l'intérieur. Et finalement, de 4 à 1, il y a juste un transfert thermique. Et j'ai cette expression-là. Si je fais la somme de tous ces trucs-là, à droite, j'ai bien sûr W plus Q23 plus Q41. Et à gauche, j'ai H2 moins H1 plus H3 moins H2, donc les H2 simplifient, plus H4 moins H3, donc les H3 simplifient, plus H1 moins H4, donc les H4 simplifient, et je me retrouve avec H1 moins H1 qui fait 0. C'est pas étonnant. Si je fais la somme sur les 4 éléments du cycle, je suis revenu au même point, et donc je me retrouve avec la même enthalpie. La variation d'enthalpie sur l'ensemble du cycle est forcément nulle, parce que l'enthalpie, c'est une fonction d'état. Bien. Et donc, on a la relation demandée, qui est que W plus Q1 plus Q2 plus Q23 plus Q41 est égal à 0. Donc, si je veux représenter les quantités sur le schéma, vous voyez que H2 moins H1, c'est cette grandeur-là. Donc, W, je le lis à cet endroit-là, il est bien positif. Le Q23, je le lis dans ce sens-là, c'est H3 moins H2, donc le Q23, il est négatif, et le Q41, il est à cet endroit-là, et vous voyez bien que graphiquement, quand j'avance de Q41 et de W, je recule de la même quantité par Q23, et donc la somme doit bien vous donner 0. Donc ça me permet d'obtenir le cycle et de le visualiser. Alors, on n'a pas encore mis les points du cycle, mais de manière théorique déjà, l'idée sous-jacente va être celle-ci. Après, il suffira juste de le mettre en pratique. Donc ça, c'était la réponse à la question 10. Et la réponse à la question 11 justifie la définition de la pompe à chaleur, de l'efficacité, comme étant moins Q23 divisé par W. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que ça, c'est ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est piquer de l'énergie à la source, c'est donner de l'énergie à la source chaude, de manière à justement la réchauffer. La pompe à chaleur, son but, c'est de piquer de l'énergie à la source froide pour la transformer à la source chaude. Donc ce qu'on veut, c'est Q23, mais en valeur absolue, on va mettre un truc positif. Comme Q23 est négatif, on met moins Q23. Et ce qu'on paye, ce qui coûte, c'est le travail lors de la compression ici, puisque c'est à cet endroit-là qu'on va fournir un travail mécanique dans le compresseur. Le contact avec la source froide, lui, va être gratuit. Vous mettez simplement en contact, puis les transferts se font, et vous n'avez rien à faire pour que ça se fasse dans le sens que vous voulez. Alors,
Le document réponse représente le diagramme de Mollier d'un fluide caloporteur. C'est celui-ci. Dans la perspective des réponses à la question 3, donc dans la première partie, au niveau des isothermes. On avait dit, dans la première partie, les isothermes doivent se représenter comme ça. Vertical, horizontal, vertical. Donc, est-ce que le liquide est incompressible et indilatable? Vous voyez que les isothermes, là, ils ont juste mis le début. Ils n'ont pas précisé la suite, parce que sinon, il y aurait eu trop de traits. Mais c'est un début qui est bien vertical. Donc, oui, la phase liquide est bien incompressible, indilatable. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, l'enthalpie ne dépend que de la température. Ou inversement, quand la température est constante, l'enthalpie est constante. En revanche, dans la phase gazeuse, les isothermes, c'est ces machins-là. Puisque vous voyez la numérotation ici qui vous donne en fait la température. Donc les isothermes sont à cet endroit-là et ces isothermes, elles sont effectivement verticales dans la zone éloignée, mais elles ne vont pas l'être à mesure que vous vous rapprochez du point critique. Et donc vous avez un système pour lequel votre gaz n'est plus tellement parfait quand vous approchez du point critique. Par contre, aux faibles pressions, ce qui est connu pour les gaz parfaits, c'est des gaz qui ne sont parfaits, enfin, le modèle des gaz parfaits n'est correct qu'aux faibles pressions, eh bien vous avez bien des isothermes qui sont quasiment verticales. Donc, ça paraît comme un gaz parfait quand vous êtes à basse pression. Par contre, quand la pression augmente, c'est plus tout à fait ça. Alors maintenant vient le moment du tracé. On vous donne des informations sur les valeurs des points qui correspondent. On vous donne la pression de 0,3 MPa, la pression de 1 MPa pour le deuxième changement d'état, les deux températures T1 et T3, et on vous demande de représenter le cycle correspondant. Et pour chacun des points, ensuite mesurer l'enthalpie massique, la pression, la température et indiquer l'état. Bien. Alors, on va commencer par le point 1, dont on connaît la pression et la température. La pression, c'est de 0,1 mégapascal. 0,3 pardon, mégapascal. 1 mégapascal, c'est 10 bars, donc 0,3 mégapascal, ça correspond à 3 bars. Là, on vous donne la pression en bars, donc les 3 bars, ils sont ici. Donc le point 1, il est quelque part sur cette ligne. Et ce point 1, on sait qu'il est à 5 degrés Celsius. Donc si on regarde les isothermes, là l'isotherme à 0, elle fait ça, elle monte. L'isotherme à 10, elle fait ça, elle monte. Vous voyez que le 3 bar à 5 degrés Celsius, ça va être quelque part par là. Là, vous avez votre point 1 qui va être entre l'isotherme à 0 et l'isotherme à 10 degrés Celsius et qui est à une pression de 3 bars. Ça, c'est pour le premier point. Deuxième point, on va suivre l'isentropique, pour passer de 1 à 2, on doit avoir une évolution qui est isentropique, donc on va devoir monter quasi parallèlement à ça. Alors, toutes ces droites-là sont pas sont pas des droites et sont pas parfaitement parallèles, mais localement, on va suivre une parallèle. De toute façon, on va devoir le faire de manière approchée. Et on va faire la parallèle jusqu'où? On vous dit qu'on doit monter jusqu'à la pression P2 de 1 mégapascal. 1 mégapascal, c'est 10 bars. Donc, on va suivre la courbe isentropique jusqu'à monter à 10 bars. Donc là, on arrive au point 2. Et on pourra mesurer les valeurs après, mais vous voyez que la température du point 2, c'est quelque part entre 40 et 50, et c'est plutôt proche de 50 degrés Celsius. Une fois qu'on est arrivé à ce point 2, on va faire le contact avec la source chaude dans le condenseur, et on reste à 10 bars. Hop, du coup on se déplace sur l'isotherme et sur l'isobar, qui correspond aussi à une isotherme à un tout petit peu moins de 40 degrés Celsius ici. On s'arrête où? Il vous signale que la température T3 doit être de 20 degrés Celsius. Mais 20 degrés Celsius, on l'a pas atteinte ici. On va devoir l'atteindre quand on arrive ici. Et donc, le point 3 va se situer à cet endroit-là. Automatiquement, donc à l'intersection de l'isotherme, on vous donne la température d'arrêt pour ce point 3, et de l'isobar sur laquelle on avait fait la condensation. Une fois qu'on a fait notre condensation, on peut faire notre détente isenthalpique, donc à enthalpie constante, ça veut dire que je reste selon la verticale et je descends jusqu'à atteindre les 3 bars, qui est ici. Et une fois que j'ai mon point 4, à cet endroit-là, je refais une horizontale qui va être de la sorte.
Bon, bah maintenant il ne reste plus qu'à faire les mesures. Et donc si je fais un petit tableau avec les positions 1, 2, 3, 4, et que je mesure, alors il nous demande quoi? Il nous demande l'enthalpie, la pression, la température. Donc H, P et la température. Alors les températures, il y en a certaines qu'on peut déjà remplir, et pression aussi d'ailleurs, puisqu'elles étaient fournies. Donc les températures, on avait T1 qui était de 5 degrés Celsius, on avait T3 qui était de 20 degrés Celsius. On a la pression initiale qui était de 3 bars. 3 bars, on montait jusqu'à 10 bars, on reste à 10 bars jusqu'au point 3 et on redescend à 3 bars pour le point 4. Voilà. La température du point 2, on a dit, c'est entre l'isotherme à 40 et l'isotherme à 50, plus proche des 50, donc ça fait à peu près du 48 degrés Celsius. La température du point 3, donc je vais dire 20 degrés Celsius. La température du point 4, elle est quasiment sur, elle est en dessous de la courbe de saturation. Donc elle est sur l'isobar à 3 bars, qui est quasiment à 0 degrés Celsius. Alors vu la tête, ça doit peut-être être du 1 degré Celsius. Il me reste plus qu'à lire les enthalpies. Donc pour les enthalpies, il faudrait faire ça joliment à la règle. Vous voyez que c'est pas hop, comme ça. On a les valeurs qui sont là. Voilà. Et donc si on fait une lecture rapide, ici je dois être à 225 kJ par kilogramme pour l'enthalpie, donc à la fois pour le point 3 et pour le point 4. Et de ce côté-là, je suis aux alentours de 400 et aux alentours de, si je le fais bien droit, en fait, plutôt de 420. Donc on doit être à 400 ici et à 420 à cet endroit. Bon, une fois qu'on a ça, on peut estimer l'efficacité de la pompe à chaleur, puisque le W, on peut calculer, donc H2 moins H1, c'est à peu près du 20 kJ par kilogramme. Le Q2,3, bah, vous avez à presque, allez hop, on va pas chipoter pour les calculs, c'est du moins 100 kJ par kilogramme, puisqu'on est passé de 2 à 3, et de 4 à 1, bah, du coup on en est allé 80, donc c'est du plus 80 kJ, non celui-là ça fait 0, celui-là c'est plus 80 kJ par kilogramme, et donc on a du 100 divisé par 20, donc une efficacité qui est de l'ordre de 5 pour obtenir, pour avoir l'efficacité de votre machine. Donc c'est une machine réelle et vous arrivez à en fait transférer 5 fois plus d'énergie que ce que vous en avez mis. Donc l'énergie que vous mettez pour amorcer la pompe vous permet de piquer 5 fois cette quantité-là depuis la source froide vers la source chaude. Et vous récupérez, ou plutôt depuis la source chaude vers la source froide, pardon. Donc vous piquez 5 fois cette énergie depuis la source chaude, et ce qui vous permet... Non, attendez voir. Je reprends. Pompe à chaleur, le but c'est de réchauffer la source chaude. C'est négatif, c'est parce qu'on prend du système, c'est-à-dire du fluide, du caloporteur vers la source chaude, il perd de l'énergie. Donc on arrive en donnant une certaine quantité d'énergie au fluide, à faire que ce fluide-là donne 5 fois plus d'énergie à votre source chaude. Voilà, c'est comme ça qu'il faut effectivement le dire et le comprendre. Alors, dernière question, déterminer le débit massique pour avoir une puissance de chauffage de 4 kW. Alors pour le débit massique, on a le chauffage qui m'intéresse, c'est le Q2,3, c'est la valeur absolue de Q2,3. Donc, si je regarde, j'ai 100 kJ pour 1 kg. Donc, si je fais passer 1 kg, je me récupère 100 kJ d'énergie de chauffage. On va essayer de raisonner comme ça et puis d'obtenir par dimensionnalité ce que ça donne. Bon, question... pour ma puissance, donc la puissance de 4 watts, donc la puissance de chauffage de 4 kW, combien de temps je dois laisser tourner mon système pour obtenir les 100 kJ?
il suffit de multiplier par le temps d'utilisation et donc si je fais PC fois le temps d'utilisation et donc je prends 4 fois, donc pour avoir 100 il faut que je multiplie par 25, donc il me faut 25 secondes d'utilisation pour obtenir 100 kJ. Donc ça veut dire que je dois passer 1 kJ en 25 secondes. Donc je dois passer 1/25e de kilo par seconde, et 1/25e de kilo par seconde, ça fait à peu près du 40 grammes par seconde. Et ça vous donne votre estimation du débit massique que vous devez obtenir lors de votre utilisation pour cette pompe à chaleur. Donc c'est l'ordre de grandeur de quelques grammes par seconde. Alors si vous trouvez que vous devez faire passer plusieurs kilogrammes de fluide par seconde, en règle générale, c'est que vous avez fait une erreur d'application numérique d'un facteur 10, mais l'ordre de grandeur normal de l'écoulement des fluides dans les réfrigérateurs ou dans les pompes à chaleur, c'est de l'ordre de grammes par seconde. Allez, c'est tout pour cette partie-là. Donc il nous restera encore la dernière partie, mais ça sera pour la prochaine vidéo. Allez, un petit bonus pour finir. Est-ce que quelqu'un a trouvé l'erreur? J'ai fait une petite étourderie. Alors vraiment une étourderie de calcul. À cet endroit-là, il y a combien de différence? 100 kJ par kilo? Non, il y en a 200 kJ par kilo. Et donc, là j'ai un facteur 200. Et donc c'est plutôt une efficacité qui va être de 10. Là j'ai du 200 aussi. Et donc pour obtenir 200, il ne faut pas 25, mais il faut 50 secondes. Et s'il faut 50 secondes, il faut la moitié. Bon, ça ne change pas le principe, c'est juste une erreur d'application numérique, mais vous voyez qu'il faut toujours être attentif pour voir si on obtient les bons résultats.